Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 54, le réseau Speer et al. Allemagne, un réseau pédocriminel alimenté par des nonnes maquerelles. Nouveau scandale pédocriminel en Allemagne, chez les bonnes sœurs cette fois. Pendant plus de 20 ans, les sœurs de la congrégation des Sœurs du Divin Rédempteur ont commis divers abus et surtout loué des enfants dont elles avaient la charge à des pédos, curés et autres. Le scandale a bien failli être étouffé, mais un rapport confidentiel a fuité. L'une d'elles, aujourd'hui âgée d'une soixantaine d'années, a accusé, depuis 2011, l'ancien vicaire général et l'avocat en chef du diocèse de Speer en Rhénanie-Palatinat, Rudolf Motzenbecker, décédé en 1998, de l'avoir violée depuis ses 5 ans en 1963 et pendant les 10 ans où elle est restée dans ce foyer, donc une victime. Les bonnes sœurs étaient des maquerelles. Cette victime, c'est Karl Hauke. Il a été placé très jeune dans ce foyer car il était issu d'une famille défavorisée et dénonce aussi l'organisation par les nonnes des viols des enfants du foyer de Speer. Alors juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait les différences de pays. Mais en fait, en France, vous aviez la DAS, voilà, c'est l'État central, le gouvernement qui prend en charge, entre guillemets, les pauvres ou les populations vulnérables. Il se trouve qu'en Allemagne, c'est pas comme ça. Vous avez notamment dans vos impôts sur le revenu une case que vous pouvez cocher ou ne pas cocher, et la plupart des gens la cochent, qui fait que vous allez payer 7% de plus d'impôts sur le revenu. Et ces 7% vont être versés à une église ou une religion. Donc si vous êtes catholique, ça va à l'église. Vous pouvez cocher musulman, ça va à l'ensemble des mosquées, on va dire, d'Allemagne, etc., etc. Et donc c'est une source d'argent énorme qui va aller dans les caisses de la religion. Mais en retour, en fait, ce sont ces églises qui sont chargées de s'occuper des SDF, des enfants, des orphelins, etc., de toutes les populations vulnérables, et qui finalement se substituent par tradition, d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même des services sociaux, mais d'une certaine manière se substituent et on donne de l'argent pour ça. Donc voilà, il faut essayer d'imaginer qu'on est dans un pays où, euh, en fait un peu comme à l'image des États-Unis, d'ailleurs la moitié des immigrés américains étaient d'origine allemande, là vous comprenez plein de choses. On est dans un pays où en fait, comment dire, oui, la religion a une grande place. Typiquement, un autre exemple, c'est le parti de droite en Allemagne. C'est pas le parti de droite, c'est le parti catholique. C'est les CDU, catholique démocratique. Donc en fait, par exemple, ils vont donc mélanger la religion et les partis politiques. Ce qui est un truc chez nous qu'on comprendrait pas. Un catholique, il vote ce qu'il veut, il n'y a pas de raison. Chez eux, il y a un parti pour les catholiques. Vous voyez? Alors, ça n'empêche pas que tu fais ce que tu veux, mais voilà. Donc, il faut le voir au travers de ce prisme-là. Évidemment, ça va avec tous les scandales de rapport à l'Église, mais ça va aussi dans le fait que l'Église en Allemagne, que ça soit d'ailleurs catholique au sud de l'Allemagne, donc là en l'occurrence dans ce réseau, mais protestant au nord de l'Allemagne, mais c'est le même topo, ont en charge en fait une partie des services sociaux. Voilà. Reprenons. Donc, euh, donc Karl Hauke, donc il dit que l'organisation a été faite par des nonnes des viols d'enfants dans le foyer de Speer. Ceci avait lieu notamment dans des partouzes pédocriminels, parfois seulement entre curés, parfois aussi avec des types du gratin local. Selon ce témoin, entre 5 et 7 hommes âgés de 40 à 60 ans étaient généralement présents. Ce foyer géré par 10 à 15 religieuses, les sœurs de Niederbronn, et était soutenu par la ville de Munich. Il a fermé en 2000 et aucune coupable n'a encore été désignée par la justice. Donc Karl a été placé à l'âge de 5 ans en 1960 et il a été transféré de famille d'accueil en foyer et sa mère a perdu la garde en 1964 pour négligence, ce qu'elle aurait admis sans difficulté selon un rapport des bonnes sœurs, et l'autorité parentale lui a été retirée en 70 quand Karl avait 13 ans. Il explique avoir certainement été violé plus d'un millier de fois, battu et terrorisé quand il était entre les mains de ses tarés, et il souffre depuis de stress post-traumatique. Il est souvent incapable de travailler et connaît de longues périodes de dépression et d'insomnie, en plus des problèmes physiques liés à ses fractures multiples, des troubles qui ont été reconnus par les médecins comme étant directement causés par les violences qu'il a subies dans l'enfance.
Il subit aussi des moments de dépersonnalisation avec un sentiment permanent d'être menacé. Le médecin du foyer chez qui il était régulièrement emmené, le docteur Heinrich Arenholz, qui était aussi un ecclésiastique de haut rang de l'Église catholique, entre guillemets, l'a aussi violé, et Karl Hauke se souvient encore des relations anales ultra douloureuses, parfois avec plusieurs personnes. Il a aussi expliqué que, je cite, une fillette maltraitée était tombée enceinte à la suite d'une partouze, et avait ensuite été retrouvée pendue, et qu'il ne croyait pas au suicide et pense qu'elle en savait trop. Fin de citation. Donc selon la presse allemande, c'était un article de faz.net. Elle avait alors 12 ans, un an de moins que lui, et apparemment aucun secours n'a été appelé. C'est une fillette qui avait subi comme lui les partouzes des curés et de leurs amis, et 2 semaines avant, ils avaient essayé tous les deux d'alerter les services sociaux et la police sur les tortures et les viols commis par ce réseau. Mais évidemment, ils n'ont pas été crus. Alors juste une parenthèse, c'est vraiment la même chose qu'on retrouve à l'orphelinat de Jersey. Donc ça n'a rien à voir, c'est le Royaume-Uni, mais pareil, ils enterrent des enfants dans le jardin, et on voit qu'en fait comment dire, c'est un même processus. Voilà. Que vous mettez du folklore catholique, que vous mettez du folklore républicain, que vous mettez ça chez les Anglais, chez les Allemands, chez les Français. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes processus, c'est toujours les mêmes clients. Bon, continuons. Donc, mais évidemment, ils n'ont pas été crus. Ou peut-être que si, mais il fallait étouffer l'affaire. De 1960 à 72, le maire de Munich était un catholique quasi intégriste, Hans Jochen Vogel, devenu député et leader du Parti socialiste ultralibéral allemand, ce qu'on appellerait la gauche caviar en France, donc le SPD. C'est encore un socialiste qui lui a succédé en 72. Tout le monde a traité le jeune Karl Hauke et cette fillette de menteurs, et puis un jour, elle a disparu. Puis un soir au repas, elle n'était pas là. Il l'a cherchée et il a fini par la retrouver pendue. C'étaient carrément les bonnes sœurs, décrites comme de véritables sadiques, qui tiraient les enfants pour les amener chez Motzenbacher pour y subir ses attaques. Les coups tombaient principalement avant et après les viols, selon la victime. Je cite, « Les nonnes étaient des maquerelles, dit-il. Il y avait une pièce où elles servaient de l'alcool et à manger aux hommes, et dans l'autre coin de la pièce, les enfants étaient violés. » Fin de citation. Apparemment, les sommes versées étaient généreuses. Pour Karl, les partouzes avec des politiciens et d'autres gens avaient lieu environ une fois tous les 3 à 4 mois, et d'autres enfants étaient présents. Les nonnes déposaient les enfants chez des soi-disant religieux, notamment. Il raconte qu'après les viols, les draps étaient tachés du sang des enfants, déchirés par les viols. Les enfants étaient souvent battus ou enfermés au sous-sol. Selon lui, la plupart des enfants qui ont subi ces horreurs sont morts aujourd'hui, et beaucoup se sont suicidés, parmi lesquels son meilleur ami de l'époque, Hannes. Il a été indemnisé discrètement en juin 2020, donc Karl, par le diocèse, à la suite d'une décision du tribunal social de Darmstadt, à hauteur de 15 000 euros, et 10 000 euros pour remboursement d'une partie des soins qu'il a dû avoir en raison de ses traumatismes. Rainer Edenhofer, une autre victime de ce foyer où il s'est retrouvé dès l'âge de 2 ans jusqu'à ses 13 ans, donc de 64 à 75, déclare être toujours hanté par la sœur Miranda, qui se faisait appeler sœur M dans les médias, née en 1936, qui fouettait les enfants. Les violences ont commencé vers l'âge de 5 ou 6 ans. Je cite, « D'abord elle m'a battu, puis elle m'a emmené dans son lit, ensuite, la nuit, je devais la satisfaire sexuellement. » Fin de citation. Rainer, qui était placé sous la tutelle complète de la ville de Munich, explique avoir aussi été loué à des hommes par les bonnes sœurs. Parmi ceux-ci, il y avait le père Hermann Schartmann, que les enfants devaient appeler oncle Hermann, et il restait tout l'été dans la maison d'hôte du foyer. Après les viols, lors desquels il pratiquait parfois l'urologie, il obligeait les enfants à prier pour lui pour demander pardon. Il y avait aussi des moines du monastère d'Étal, E-T-A-L. Lui aussi a reçu une indemnité minimaliste, donc Rainer, grâce à une loi sur l'indemnisation des victimes en raison des traumatismes. Quand Rainer, à force de fugue et de rébellion, a fini par être viré du foyer de Spire, il a été envoyé au Salesianum, à Munich, un foyer pour ados tenu par des pasteurs où les viols ont continué dès le premier soir. Les éducatrices du foyer, qu'il cite, ont aussi participé à divers actes de violence. Un réseau pédocriminel étendu dans toute la région de Munich. Pendant des années, personne du côté des autorités n'a rien trouvé de suspect à cette activité. Depuis 2011, il n'y a pour ainsi dire pas eu d'enquête à ce sujet. Il semble aussi que l'adoption de certains enfants a été bloquée, qu'ils aient été retenus dans un foyer ou passés d'un foyer à l'autre dans le même réseau pour continuer à les violer.
On retrouve le même système en Angleterre, comme je vous le disais tout à l'heure, où les éducateurs et les directeurs pédos tournaient d'un orphelinat à l'autre, et où c'était open bar pour les politiciens pédos. Donc je vous renvoie donc effectivement aux orphelinats de Jersey, je vous renvoie au réseau Lambeth, qui était un quartier de Londres. Il y a eu d'autres orphelinats dans le Pays de Galles, également dans d'autres quartiers de Londres, Islington, etc. etc. Je vous laisse découvrir tout ça sur notre site ou même dans la presse sur Google. En 2020, le diocèse a admis que les accusations contre Motzenbacher étaient crédibles. Il était question de violences sexuelles répétées contre des enfants entre 63 et 75. Il vivait à cette époque dans le foyer, où officiaient aussi les sœurs de Niederbronn, depuis 1852 jusqu'en 1995. Les sœurs recevaient de l'argent en échange des enfants qu'elles fournissaient. Mais qui étaient les clients? Le témoin parle de prêtres, donc, mais aussi d'hommes politiques et de dignitaires religieux. Certains enfants étaient laissés par les nonnes carrément au domicile des pédos. Pour Karl, c'était 1 ou 2 fois par mois, chez des moines et d'autres pasteurs. Après que les diocèses aient parlé de cette histoire publiquement, sans quoi personne n'aurait su ce qui s'était passé, d'autres victimes se sont fait connaître. 3 d'entre elles impliquent également Motzenbacher. Le 12 février, une enquête préliminaire au sujet des traitements infligés aux enfants dans ces foyers a enfin été ouverte par le parquet de Munich, et la police criminelle a été chargée des investigations. L'affaire serait soudain prise très au sérieux, maintenant que l'opinion publique est alertée, évidemment. Une commission d'enquête a aussi été demandée du côté du service social de la ville de Munich. Plusieurs institutions sont visées, en plus donc de Speer et de Etal, notamment le centre pour jeunes Hansel et Gretel de la ville de Munich à Oberammergau, où se rendaient les moines d'un peu partout, notamment ceux du monastère d'Etal, cité comme lieu d'abus. Une maison d'hôtes réservée aux pédophiles de l'église était disponible juste à côté. Un foyer donc à Munich même, appelé le Salesianum, qui a en partie brûlé le 16 octobre 2020. Une maison d'enfants pour enfants à Feldafing, appelée la Villa Maffei, pour les enfants en difficulté d'apprentissage. Des faits ont été commis dans les caves du foyer et dans la sacristie de l'ancienne église du village. Donc le monastère d'Etal, où les sœurs Niederbronn de Niederbronn emmenaient des enfants et participaient aux agressions avec les moines. Les enfants y étaient amenés pendant les vacances également. La maison Kolping à Wilshofen. Également un foyer privé de Freistadt en Basse-Saxe, réputé avoir été l'un des pires maisons d'enseignement d'Allemagne de l'Ouest dans les années 60-70. Et puis donc le foyer de Speer, dont on a parlé avant. Pour ce qu'on connaît. 2 personnes notamment sont persuadées qu'il s'agissait d'un réseau bien organisé. Vladimir Kadavi, ex-chef de l'Institut Goethe de Bucarest et surtout ex-pensionnaire du centre d'Oberammergau, qui dit avoir assisté à certains faits sans avoir été directement victime, et son thérapeute Jörg Jägers, qui ont mené des recherches depuis plusieurs années. Selon Vladimir Kadavi, les curés choisissaient leurs victimes parmi les enfants les plus vulnérables et les testaient avant de passer à l'acte. Jörg Jägers explique qu'une des enfants victimes a séjourné de foyer en foyer comme enfant prostitué au bon plaisir des pasteurs. Je cite, « Les sœurs ont conduit les enfants à l'abbaye d'Étal et les ont enfermés dans des cellules dans la cave, où ils ont été violés et maltraités presque tous les jours pendant des semaines », explique un rapport au sujet de cette affaire. Les soupçons portent sur des complicités au niveau des institutions publiques avec un réseau d'auteurs et de complices assez dense. Mais évidemment, la plupart des coupables sont morts depuis longtemps, notamment le père Mariste S. et le pasteur O. de Cologne, pour lesquels l'Église a reconnu des agressions de mineurs. Du côté de l'Église, un lourd silence a toujours régné en matière de violences sexuelles. Récemment, le cardinal de Cologne a été mis en cause pour avoir gardé secret un rapport sur les dizaines d'années d'abus commis par les curés du diocèse et leur traitement interne. Un groupe d'enquête privée a travaillé plus particulièrement sur les faits commis entre 1952 et 1972 au foyer de Feldafing, où des pensionnaires ont été torturés, violés, exploités financièrement et sexuellement. Je cite, « Nous considérons le Werdenfelser Land, donc cette région de la Haute-Bavière, comme une destination pour le tourisme sexuel clérical, précise le rapport du groupe privé. Non seulement les moines et les prêtres de la région s'y rendaient, mais aussi d'autres membres du clergé venus du centre de l'Allemagne. Par exemple, le mariste donc Hermann Schartmann de Cologne, pasteur de la congrégation du Sacré-Cœur. » Fin de citation. Alors évidemment,
dans tous ces rapports, on fait mine d'oublier qu'il n'y avait évidemment pas que des ecclésiastiques dans ces partous payantes. Vous vous doutez bien qu'il y avait une clientèle large qui venait. Si c'était uniquement des histoires de prêtres et de nonnes, il n'y aurait pas d'échange d'argent de cette taille, évidemment. Continuons. Jusqu'où vont les complicités? Le plafond de verre de la classe politique, justement. Schartmann, cité également par Rainer Edenhofer, victime du foyer des Bonnes Sœurs, a agressé de nombreux enfants à Oberammergau, à Spire et ailleurs. Il pratiquait le tourisme sexuel dans des foyers de la région. Il est mort en 99 sans jamais avoir été inquiété, et c'est seulement à titre posthume que l'archidiocèse de Cologne a reconnu ses actes, excepté les faits de prostitution de mineurs, qui sont pourtant évidents. Parmi les institutions citées dans le rapport des enquêteurs privés, il y a le chœur des garçons de l'église de Ratisbonne, donc Regensburg, dirigé par Georg Ratzinger, mort en juillet 2020, qui est en fait le frère aîné de l'ex-pape Benoît XVI. Les jeunes étaient scolarisés et vivaient sur place à l'école de musique de la cathédrale. Le chœur était connu dans le monde entier, qui faisait des tournées un peu partout, dont plusieurs enfants ont été victimes de ce réseau. Le Bureau de la protection de la jeunesse de la ville de Munich est considéré comme le centre de cette organisation pédocriminelle. Il est soupçonné d'avoir repéré des enfants de familles défaillantes, déjà victimes d'abus si possible, pour les envoyer à Feldafing, au foyer Hansel et Gretel et ailleurs, en donnant aux responsables des foyers des informations privilégiées sur leur situation familiale et leur vulnérabilité. Au foyer de Freistadt, les enfants étaient tous battus et attachés avec des menottes dès leur arrivée, dans une sorte de rituel d'initiation qui s'appelait le Saint-Esprit. Puis les coups continuaient, y compris avec des gourdins, et ils étaient violés également, selon le récit d'un témoin, Eikard Kovalke, passé par là quelques mois à l'âge de 15 ans. La violence entre les enfants était aussi encouragée, c'était un règne de la terreur parfaitement organisé. Je cite, « La justice, la politique et les autorités savaient ce qu'il se passait là-bas. Ils ont travaillé ensemble et créé un vide juridique, explique Edgar Kovalke, Eckart Kovalke, à qui une indemnisation a été proposée. Karl Hauke a expliqué que le médecin qu'il violait régulièrement, le docteur Arenholz, qui était un gradé de l'Église, a aussi, je cite, invité d'autres personnes, amis et politiciens à des soi-disant parties sexuelles. Cela s'est produit environ tous les 3 à 4 mois. Surtout, il y avait des célébrations, ainsi que des événements politiques, par exemple, un changement de gouvernement de l'État. Fin de citation. Donc il précise le jugement qui a validé l'indemnisation. À cette époque, il avait entre 8 et 14 ans. Je cite, il explique que d'autres garçons et filles étaient présents lors des viols collectifs, y compris la fille qui a ensuite été pendue. D'ailleurs, d'autres victimes ont désigné Reynolds comme agresseur. Tout cela via la petite organisation des religieuses et le réseau plus vaste auquel elles étaient connectées. Je cite, la plupart des hommes impliqués avaient des tendances homosexuelles. C'est pour cela que plus de garçons que de filles étaient amenés. Si quelqu'un voulait une fille, il en avait une. Les filles avaient entre 8 et 12 ans. Karl Hauke disait qu'il peut encore les entendre hurler aujourd'hui. Fin de citation. Lors des partouzes, les draps pouvaient être changés 4 à 5 fois, tellement les enfants étaient abîmés. J'insiste parce qu'on parle bien de faits organisés par des ecclésiastiques, certes avec des complicités, mais cela montre, s'il fallait encore, la duplicité de l'Église, qui, comme je le dis toujours, est le plus gros réseau pédocriminel du monde. Apparemment, certains enfants disparaissaient et étaient remplacés immédiatement par les nonnes. En 2016, Rainer Edenhofer a dénoncé dans une pétition les essais de médicaments qui lui ont été infligés pendant plusieurs années par l'Institut psychosomatique de la ville de Munich à partir de 1967, quand il avait 5 ans, à la demande du Bureau de la protection de la jeunesse de la ville de Munich. Tout un tas de troubles lui avaient été diagnostiqués à l'âge de 5 ans, et le traitement a duré jusqu'à ses 31 ans. En 2015, quand il a demandé à voir son dossier de tutelle, il n'y avait presque rien dedans. Il manquait même son certificat de naissance. Il est question d'environ 175 enfants victimes de ce groupe d'institutions au minimum dans les années 60-70, dont les 4/5 sont des garçons. Selon le rapport du cabinet d'avocats en charge de l'enquête, 80% des coupables sont morts tranquillement et seulement 37 sont toujours dans l'église. Mais plus largement dans la région de Cologne, l'église évoque 300 victimes et plus de 200 auteurs de faits de pédocriminalité depuis les années 60. Donc les chiffres d'avant, c'était plutôt dans la région de Munich, et les 175 et les 300 et les 200 auteurs, c'est plutôt dans la région de Cologne. Donc pour conclure, ce n'est pas un scoop que l'Église est un réseau pédophile,
Mais là, on est carrément dans le proxénétisme de mineurs, par des bonnes sœurs, au profit de leurs copains, de l'église, mais aussi du gratin local. On peut ajouter, avec la complicité des institutions à minima des services sociaux, mais on peut aussi se douter qu'il y avait là-dedans, comme d'habitude, de la police, des politiciens, des médecins, bien sûr, puisqu'il faut qu'ils soient de la partie, et pour réparer les enfants. Continuons. L'affaire est d'autant plus étouffée depuis toujours, et cela malgré les déclarations de l'Église, faisant un vague mea culpa et assurant la transparence dans le traitement de ces affaires. On devrait probablement en apprendre davantage, et il est évident que des victimes plus jeunes doivent exister puisque ce réseau est resté totalement intouchable jusque dans les années 2011-2015. Peut-être même que des noms de responsables politiques et religieux finiront par sortir si une enquête est menée sérieusement, évidemment.